Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Pêche en question. Alors aujourd'hui nous sommes à Paris, sur les quais de Seine, à quelques pas de la gare d'Austerlitz. Et si nous sommes ici, c'est parce que se tient en ce moment le premier forum de France Filière Pêche. Alors France Filière Pêche, c'est une association qui regroupe les pêcheurs français bien évidemment, mais également la grande distribution, les marailleurs et les poissonniers. Et si tous sont rassemblés, c'est pour se projeter dans l'avenir. Leur avenir, ce sera 2050, une date qui n'a pas été choisie au hasard, puisque selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, en 2050, nous serons 9 milliards d'habitants sur la planète, 9 milliards de personnes qu'il faudra nourrir, et nul doute que la pêche jouera un rôle important dans ce nouveau défi de nourrir 9 milliards d'habitants. Mais bien évidemment, les pêcheurs de 2050, ils ne sont pas encore sur les bateaux, enfin pas tout à fait, ils sont encore au lycée, comme au lycée maritime d'Etel dans le Morbihan. Alors comment envisagent-ils leur métier? Regardez plutôt. Je voulais être marin-pêcheur depuis le début, mon père est marin-pêcheur et je voulais reprendre la suite. Je pense que c'est avant tout un métier de passion, pas un métier d'obligation. Il y a de la ressource, mais le truc c'est que c'est peut-être pas toujours au bon endroit au bon moment, ça joue surtout, il y a les problèmes de climat, les machins, mais il y a de la ressource. On essaye de préserver la ressource parce que les jours qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'argent, plus de marins. Votre signal, en fait, ce que vous avez la ligne d'ici, ça représente que cette partie-là. Tout le monde comprend ou pas là? Ils ont entre 16 et 17 ans et vont assurer la relève. Ils sont en première au lycée professionnel d'Etel et préparent le bac pro, conduite et gestion des entreprises maritimes. Furieusement optimistes, ils veulent embarquer à la pêche et ont déjà des avis déterminés. Leur scolarité se compose d'un enseignement général, mais aussi technique et d'un apprentissage pratique. Avant d'arriver là, ils sont passés par la case collège et ont fait un vrai choix. Moi je viens d'Angers, donc là-bas la mer est un peu beaucoup. La première fois que j'ai embarqué c'était sur un chalutier et ça m'a beaucoup plu. Alors, du coup je suis signé, je vais faire ça quoi. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit je vais faire ce métier-là. J'ai commencé en CAP ici en tant que CAP matelot, donc pendant 2 ans. Ensuite, là, j'ai entamé mon BEP, donc mon année de seconde et la moitié de mon année de première, qui me donne le capitaine 200, si je l'obtiens. Et ensuite, en bac pro, mon capitaine 500. J'ai fait un mini-stage aussi, un mini-stage de 3 jours, pour voir si ça me plaisait vraiment. Et oui, tout de suite, j'ai accroché, c'était sûr, c'était ça que je voulais faire. Et puis, je suis venu ici, et puis je suis heureux. J'ai été encouragée pas mal avec mes parents. Je veux dire, même si ça reste un métier dangereux, ils ont quand même une inquiétude, mais ils m'ont quand même aidé à m'intégrer ici, quoi. Ouais, ça c'est des brins, tu vois, tu l'as pas ramené assez en arrière, donc il reste faire une bosse ici. Du coup maintenant, celui que tu vas passer là, il va faire une bosse ici aussi, tu vois. Et tu diriges vers quel genre de métier? Si je peux un jour aller sur les thoniers sénères. Ça j'aimerais bien ça. Ouais. Ce que j'aimerais faire plus, c'est la palangre, sur la pêche du bar essentiellement. Enfin, on fait plusieurs types de pêche, donc le matin on va au lançon, le matin donc on va au chalut, après on met des baos, on les vire, et puis c'est une pêche noble, le poisson il est vivant, il remonte à bord, il fait pas la taille, on a toujours moyen de le relâcher et tout ça, donc c'est ça qui me plaît en fait. Vous aurez à marquer le nom des poissons dans la famille qui correspond. Ensuite, vous aurez donc à déterminer dans quels critères de fraîcheur vous allez donc placer telle espèce de poisson. Couleur. Couleur, je la trouve un peu palote. Elle a été délavée comme si elle avait été un peu délavée. Elle est un petit peu délavée. Ouais, elle est un peu pâle. Ouais. En avant, 1500 tours, barre à droite. 1500 tours. Barre à droite. On prendra le chenal par la gauche. On est sur des fonds des herbiers ici. Et on risque de crocher peut-être. Le métier que je veux faire, la ligne, je pense que c'est un métier d'avenir. Je me vois marin pêcheur toute ma vie, moi. Depuis mes 2 ans, je suis sur l'eau, donc je me vois marin pêcheur toute ma vie. Allez, mouille! Vous mettez en fixe et on va voir donc la différence de consommation qu'on a sur la courbe. Donc ce qui est intéressant, c'est bien évidemment la puissance doit être visible, mais c'est surtout votre consommation moteur. Dans tous les domaines, les futurs marins-pêcheurs doivent apprendre à être performants et capables d'optimiser aussi bien le ciblage des captures que la consommation d'énergie.
La sensibilisation au développement durable fait désormais partie de l'enseignement et les pêcheurs de demain se sentent concernés. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Alors c'est se développer sans nuire aux générations futures. Kivonia. Préserver la biodiversité. Oui. Il ne faut pas trop qu'ils diminuent les quotas, je pense. Et pas trop qu'ils augmentent les textes non plus. Mais si on reste dans le même équilibre, je pense qu'on arrivera à continuer la pêche longtemps. J'ai aucun plan B, quoi. J'ai pas de plan de solution. J'ai toujours vu ma vie par la mer, par les poissons, par le fait des marins pêcheurs. J'aurais vraiment aucun autre plan à côté, quoi. Il faut toujours être optimiste, de toute façon. Il y aura toujours du poisson pour moi, je pense. Alors aujourd'hui, la pêche en France, c'est 4600 bateaux, 19 500 marins pêcheurs et 202 000 tonnes de produits débarqués dans les criées chaque année. Alors, qu'en sera-t-il de l'avenir? À quoi ressemblera le marin du futur? Réponse avec Gérard Romiti, le président du Comité national des pêches. Ils ont un avenir et ils ont un futur. Le futur, c'est eux, en passant par l'expérience aussi, bien sûr. On a une vision, c'est le pêcheur de demain, ce sera le pêcheur du futur, qui sera un ingénieur des mers, qui aura des connaissances halieutiques, qui connaîtra sa biomasse, mais qui verra aussi une entreprise socio-économique, et j'ajoute culturelle, dans sa région. Peut-être qu'on ne s'est jamais trop donné les moyens de communiquer. Aujourd'hui, on a les moyens de communiquer, y compris de débattre. On veut débattre avec tout le monde. Et je crois que, sincèrement, très sincèrement, à l'heure de la crise de la mondialisation, il y a une crise mondiale énorme, à la pêche, il y a un avenir et un futur. Donc les préparer à ces enjeux, je dirais, socio-économiques du futur, parce que s'il se calque sur ceux qu'on a été nous pêcheurs, comment, bon, on sortait, mauvais temps, on pêchait, on avait des quotas, ça commençait, c'est venu même en Méditerranée sur le thon rouge, et après on s'est aperçu que ça ne suffisait plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils aient quand même, et je pense qu'ils l'ont, hein. J'ai vu le film, j'ai découvert le film, je ne l'avais pas vu avant, je l'ai découvert ici, et je peux vous dire que ça me booste pour me battre et pour les accompagner le plus loin que je peux. C'est important qu'ils prennent le maximum de métiers et qu'ils les mettent de côté, j'ai envie de dire. Parce que peut-être qu'ils ne vont pas rester tout le temps marins. Je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, comme hier, souvent un marin faisait le commerce, la marine nationale et revenait à la pêche. C'est très important ça. Parce qu'à un moment donné dans leur vie, ou peut-être faire eux-mêmes soit du pescatourisme, soit de l'éolien en mer, il faut qu'ils soient présents. Ce qui est important pour moi, et je me battrai un maximum, c'est que chaque fois qu'on a besoin d'un marin, on passe aux pêcheurs. Qui est la sentinelle de la mer aujourd'hui? C'est eux les sentinelles de la mer. Le pêcheur aujourd'hui est en première ligne, y compris sur la pollution. Donc je pense qu'il peut apporter à la terre, aux terriens, les structures des comités régionaux, départementaux et nationaux, c'est la passerelle entre la mer et la terre, c'est leur lien, même si souvent ils nous critiquent et ils ont raison, puisque les critiques sont souvent constructives, mais il faut aller aux fondamentaux. Sans une mer propre, sans une mer saine, sans une mer dynamique, productive, vous n'aurez pas les activités que vous souhaitez, que ce soit dans la pêche ou la conchiliculture. Si ces portions de mer sont dégradées, et c'est le cas dans un très grand nombre des mers du globe, c'est le cas à l'intérieur des mers européennes, c'est le cas dans les mers françaises, ces dégradations-là, elles ont un impact immédiat sur vos activités. Un exemple parmi d'autres, j'ai été particulièrement étonné lorsque j'ai vu que des stocks de poissons de Manchester, par exemple, étaient trop fortement pollués par les PCB. Donc ces PCB, ils viennent naturellement d'ailleurs, ils viennent pas de la mer en tant que telle, mais ils viennent du milieu terrestre. Et c'est un exemple qui montre qu'il y a des difficultés pour garder une mer saine. Donc nous avons eu la volonté de travailler ensemble, et on peut aussi, je pense à d'autres aspects, ça peut être en matière d'ingénierie écologique, sur la restauration d'habitats dégradés, on peut travailler ensemble sur une meilleure acceptabilité d'un certain nombre de projets. Et ça doit se faire le plus en amont possible, parce que si on attend trop, si on est trop engagé dans un processus
de mise en place d'outils, en général, il est trop tard pour que l'acceptation sociale soit élevée. Souvent, je suis confronté à des professionnels qui me disent « mais c'est paradoxal, les demandes des consommateurs ». Ben oui, il va falloir faire avec. Oui, nous, les consommateurs, et c'est valable en général, hein, c'est pas valable que pour le poisson, c'est pas valable que pour l'alimentation, mais je veux effectivement du naturel, du pas trafiqué, mais qui soit totalement homogène, qui se conserve bien. Je veux plein d'informations sur les conditions de production ou de pêche, hein, mais dès qu'il y en a un peu trop, je ne les lis plus parce que c'est trop compliqué. Hein. Donc, ces demandes contradictoires, elles ne viennent pas de nulle part. Si elles sont contradictoires, et en matière de poisson, c'est intéressant à étudier, c'est aussi parce qu'on est en permanence confronté à des injonctions contradictoires. Alors, le poisson, c'est un excellent exemple pour ça. On me dit, mange du poisson, c'est bon pour ta santé. Mais, n'en mange pas plus de 2 fois par semaine, parce que ça pourrait être mauvais pour ta santé. On me dit qu'il faut préserver les ressources sauvages, mais que le poisson d'élevage, c'est pas terrible. On peut agir déjà en renforçant la transparence. On pourrait, en sensibilisant à l'environnement, à l'éthique, enfin voilà. Je pense que pour tout ça, aujourd'hui, mes consommateurs, ces consommateurs paradoxaux que nous sommes, sont mûrs pour un changement. Il commence à y avoir une prise de conscience en profondeur de la part des consommateurs que bien se nourrir, c'est quelque chose, c'est un acte citoyen qui peut avoir un prix, mais sur lequel on peut s'engager. Donc il y a cette prise de conscience aujourd'hui que on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, on peut jouer là-dessus, dans ce travail commun autour de la qualité, de la meilleure alimentation, en faisant attention, en intégrant le fait qu'il y aura toujours des forces contraires, des forces du marketing, qui ne sont pas forcément... qui ne délivrent pas toujours des messages tout à fait clairs et propres. Mais il y a aussi des forces contraires, qui est la force du pouvoir d'achat, les problèmes de pouvoir d'achat. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à travailler autour de ça pour, ne pas opposer le bon poisson pour ceux qui en ont les moyens et puis le grand n'importe quoi pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Hein. Aujourd'hui, le défi de 2050, pour moi, en termes de consommation, c'est ça, c'est d'éviter cette fracture alimentaire qui est en train de se dessiner et contre laquelle il faut qu'on se batte ensemble. Il y a la conjoncture qui fait qu'aussi la société de consommation, ce que j'ai connu moi il y a 20 ans, où on téléphonait, on prenait des chaluts, bon, on appelait le Drezen, j'ai entendu qu'il y a un nouveau système, bon, ça fait tant, pas de problème. Ça, je crois qu'aussi, il faut le revoir. Il faut qu'il maîtrise aussi tout. Le pêcheur de demain, il ne peut pas faire les erreurs qu'on a fait nous, où on s'occupait de tout, et où, à un moment donné aussi, on disait... Je pêche, il commercialise, je prends le matériel sans m'occuper. Non, ça c'est 360 degrés. Il va falloir que le chef d'entreprise, aujourd'hui c'est une PME, petite, moyenne ou grande, il va falloir qu'il fasse très attention sur la gestion. À l'avenir, cette filière a beaucoup de perspectives de développement économique. Pour moi, il n'y a jamais eu autant d'avenir dans la pêche. Et il y a fort à parier que dans les 10 ou 15 prochaines années, le métier de la pêche va considérablement évoluer en prenant en compte de nouvelles données, protection de l'environnement, économie d'énergie et meilleure connaissance des espèces pêchées. C'est le cas par exemple avec l'un des poissons stars des rayons poissonnerie, le bar. Le bar est une espèce extrêmement prisée au niveau français et au niveau européen, qui est exploitée par la pêche professionnelle, mais aussi la pêche de loisirs. Et bien que ce soit une espèce très prisée, on a de vraies lacunes dans la connaissance de cette espèce, sa biologie, ses migrations, son cycle global biologique. D'où en partie le lancement du projet BarGIP. BarGIP est un programme très ambitieux puisqu'il réunit quand même 4 partenaires. Et il va s'étendre jusqu'en 2017. Et c'est un projet qui va quand même mobiliser 1,9 million d'euros. Donc pour la DPMA, c'était extrêmement important de s'investir et ça s'est traduit par quand même une participation financière de l'ordre de 750 000 euros. C'était important de s'investir parce qu'il y a des enjeux sur la pêcherie de bar qui sont cruciaux. Ce sont des pêcheries plutôt qui sont présentes sur toutes les côtes françaises. Le bar est exploité par de nombreux acteurs du littoral.
ce qui fait que sa gestion n'est pas toujours très facile. J'avais beaucoup d'envie à rentrer dans une étude sur l'espèce. Et il s'est avéré que le Comité national a lancé donc cette étude de Bargip. Et donc j'ai été tout de suite intéressé par cette expérience. Sur toute la Bretagne, je fais partie aussi de l'association des ligneurs, on a tous constaté d'une année sur l'autre une baisse de chiffre d'affaires importante, environ 50%. Et bon, après, les raisons, surpêche, on ne sait pas exactement. Alors effectivement, la DPMA va contribuer sur les trois volets principaux qui nous semblaient vraiment importants, donc le volet nourricerie, le volet collecte de données et le volet marquage. Alors tout cela se fait en soutenant l'Ifremer dans ses actions. L'Ifremer, c'est un partenaire avec lequel on travaille beaucoup pour ce qui est la collecte de données, pour ce qui est de l'expertise. C'est naturellement vers eux c'est en travaillant avec eux qu'on a monté le projet. Le premier de ces sous-projets a été conduit par le CNPMEM il y a 2 ans et a consisté à récolter les connaissances empiriques des pêcheurs professionnels. Ensuite, les 4 autres volets sont une amélioration de la connaissance et des données sur la pêche professionnelle elle-même, une amélioration de la collecte des données sur la pêche récréative, qui, en ce qui concerne le bar, est très loin d'être négligeable. 5500 tonnes par les professionnels chaque année, environ 3000 tonnes par les pêcheurs récréatifs. Le 3e volet vise à réaliser des marquages de bars adultes, de façon à suivre leur migration et surtout à répondre à une question tout à fait fondamentale en termes de gestion, qui est de savoir si on a affaire à une seule population le long de nos côtes, donc depuis la frontière espagnole jusqu'à la frontière belge, ou si au contraire on a différentes sous-populations, ce qui en termes analytiques veut dire différents stocks. Et si on a différents stocks, alors il faudra qu'on produise des mesures de gestion, stock par stock, et adaptées à chacun d'entre eux. On a réussi à trouver une tâche, et donc on allait 1 heure à peu près avant le bateau hôpital sur zone, on pêchait, on mettait notre palangre, on la laissait pêcher pendant 20 minutes, qu'on relevait, donc ils nous peut-être 4, 5 poissons, c'était variable. Et donc le bateau hôpital était venu à notre rencontre, il s'était mis au mouillage à côté du phare du Grand Légion. On leur apportait les poissons, ils les mettaient donc dans ce fameux grand bac d'1 mètre cube. Après, bon, il y a tout un tas de choses qui se font, ils les endorment, ils les opèrent, ils les remettent dans un bac pour se refaire une santé et elles sont remis à l'eau après. C'était important, c'était de leur apporter du poisson qui était vraiment en bon état. C'est-à-dire que notre palangre, on la laissait 20 minutes maximum au fond. C'est-à-dire que les poissons n'étaient pas trop fatigués. On réalise ce qu'on appelle du marquage électronique d'adultes. Des pêcheurs professionnels nous pêchent des bars adultes qu'ils nous amènent en parfait état de santé et à l'intérieur desquels, après une opération, on implante une marque qui enregistre la température et la pression à laquelle se trouve le poisson une fois qu'on l'aura relâché. Et grâce à ces données de température et de pression, on arrive à reconstruire la trajectoire empruntée par le poisson pendant tout le temps où il a été libre. C'est-à-dire entre le moment où on le relâche et le moment où quelqu'un d'autre le recapture. La connaissance des grandes voies migratoires et notamment des échanges nord-sud nous permet donc de répondre à cette question: une seule population ou au contraire des populations isolées et donc des stocks qu'il faudra traiter séparément. Il nous faut réussir à marquer environ 1200 poissons. Bon, au minimum, plus ce serait mieux, mais voilà. 1200 poissons en 8 sites différents tout au long de nos côtes. Et en particulier, donc, les bars effectuent, pour aller se reproduire, effectuent parfois de très longues migrations, de la pointe de Bretagne, par exemple, jusqu'au sud du golfe de Gascogne, où ils vont frayer, et ils reviennent l'été suivant sur leur zone d'engraissement que constitue la mer d'Iroise, la pointe de Bretagne. Et il semblerait donc que, comme ce qu'avaient indiqué certains collègues chercheurs anglais, il y a une vraie fidélité des poissons sur leur site d'engraissement, sur le site, sur la zone où ils vivent pendant l'été et où ils se nourrissent. Et puis enfin, il y a un 5e volet qui s'intéresse aux petits, aux juvéniles de l'espèce, qui ont la particularité de vivre dans des zones très côtières, au moins pendant les 2 premières années de leur vie, et dans les estuaires. Et l'intérêt de s'intéresser aux juvéniles, outre
l'acquisition de connaissances scientifiques qui nous font défaut aujourd'hui, c'est d'essayer de produire des indices d'abondance en juvénile, de dénombrer le nombre de jeunes et de savoir si oui ou non la reproduction et la survie des juvéniles s'est bien passée, parce que c'est fondamental en termes de mesures de gestion que l'on peut fournir pour les années à venir. Si on a une très bonne reproduction, alors normalement le stock devrait augmenter quand les juvéniles auront atteint une taille de capture, la taille de capture, et donc les mesures de gestion peuvent être relativement soft. Au contraire, si la reproduction s'est très mal passée, il y a très peu de juvéniles qui vont devenir adultes, alors il faudra prendre des mesures de gestion un peu plus strictes. On apprend énormément à leur contact. Et c'est très enrichissant et c'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec des scientifiques. J'essaye toujours dans la profession d'avoir des contacts avec le milieu scientifique. Parce qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. Eux non plus des fois, mais en essayant d'avoir une collaboration, on espère avoir des réponses. Ce qu'on espère avec Bargip, c'est avoir plus de connaissances, mieux connaître la population, les populations, mieux connaître la ressource pour mieux la gérer. Donc c'est à cette fin que la DPMA s'est investie, et on espère que l'ensemble de ces connaissances sur les frayères, sur les structures des populations, vont permettre de mieux gérer et de voir toutes les mesures de gestion qui pourraient être prises en concertation avec les professionnels. Pouvoir démontrer qu'il existe des solutions alternatives au tout pétrole pour la pêche de demain. Expliquer aux gens ce que c'est la filière et défendre aussi les intérêts des professionnels. Autre problème et de taille, celui du carburant. Il faut savoir que le coût du carburant peut représenter jusqu'à 40% du chiffre d'affaires généré par un bateau, d'où la nécessité d'adapter de nouvelles technologies pour qu'au moment de faire le plein, la facture soit plus légère. Si on resitue le contexte de la flotte de pêche française, notamment la flotte de pêche métropolitaine, on a 4500 navires actuellement donc dans la flotte de pêche métropolitaine. Et c'est une flottille vieillissante, donc on a une moyenne d'âge actuellement de 28 ans. Actuellement, donc on a un gasoil pêche qui est à 65 centimes le litre. Et en 2004, on parlait de crise avec un gasoil à 28 centimes. Donc évidemment que les objectifs de réduction de consommation sont très importants. Si on s'attarde à la flottille chalutière, donc qui est le cœur de la production française débarquée sous criée, donc si on prend l'exemple des chalutiers de fond de 20-25 mètres, actuellement, donc le carburant peut représenter jusqu'à 30 ou 40% du chiffre d'affaires. Donc autre élément important, donc on va détailler ensuite sur Swap, c'est que le train de pêche d'un chalutier peut représenter jusqu'à 2/3 de la consommation énergétique globale. Actuellement, sur la problématique d'économie d'énergie, donc 2 projets ont le soutien financier de France Filière Pêche, donc Asfish en Méditerranée, et Swap donc pour services d'optimisation et d'innovation à la pêche. Donc la MOP travaille sur ce sujet depuis quelques années et elle a décidé de travailler avec le CEPRALMAR comme partenaire pour essayer d'identifier différentes solutions pour réduire cette consommation en faisant un audit énergétique de l'ensemble de la flottille chalutière, donc environ 70 navires. Donc on est passé sur chacun de ces navires pour essayer de connaître un petit peu les contraintes énergétiques et la consommation de chacun des navires afin d'identifier des solutions par la suite. Alors le projet Asfish il s'est décomposé en plusieurs phases. Il s'est intéressé essentiellement à la partie navire et pas à la partie chalut, parce qu'il y a un autre projet qui intervenait dessus, qui est le projet SOIP. Donc il y avait une partie vraiment motorisation et une partie plus carène, aparo. Donc au niveau des phases, la première a été de fournir un questionnaire qui a été pré-rempli par les professionnels. Ensuite, une visite individuelle s'est faite en présence du patron, mécano et autres intervenants du navire sur le navire. Il a été complété par un essai de traction inter, donc qui permettait d'avoir l'ensemble des informations sur vraiment l'effort et la capacité et voir comment fonctionnait le navire en charge. Derrière, il a été complètement analysé par un expert en carène, ce qui n'est pas mon cas, et qui permettait de donner après à chaque pêcheur individuellement une fiche avec des recommandations d'un point de vue moteur, montage, vitesse de route, enfin tout un tas d'éléments avec concrètement comment il peut faire pour économiser quelques pourcents d'énergie et donc de consommation de gasoil. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites dernièrement là, quand
On a posé des appareils sur les filets, sur des capteurs de panneaux, tout ça. Ça nous a permis un peu de confirmer certaines choses comme penser juste. Et ça nous a permis aussi de changer notre manière de travailler, justement, d'économiser quelques litres par-ci et par-là, et à la fin, qui fait des centaines de litres. Alors si on regarde un petit peu dans le détail les premiers résultats, alors forcément il existe une grande diversité suivant les navires, certains sont plus au point que d'autres. Dans ce qui revient globalement, c'est qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de navires qui ne sont pas équipés d'économètres, donc qui pourraient vraiment être un appui pour les aider, je pense, à mieux maîtriser leur vitesse, notamment en route. Dans le cas des résultats, un résultat très simple, ça a été quelle est la vitesse de route optimale pour eux en fonction de combien de kilos de poissons, combien d'euros ils pêchent. Est-ce qu'il vaut mieux perdre un petit peu de temps en route plutôt que d'aller plus vite et de pêcher un peu plus? Donc ça, c'est des exemples très concrets. Dans les appareaux qui reviennent assez régulièrement, il y a la tuyère encore pour certains. Et après, ce qui ressort pas mal, c'est le côté pompe-hélice, qui a priori est quelque chose qui pourrait vraiment leur apporter un plus. Après, sortir un chiffre, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je pense que sur l'ensemble de la flottille, on peut arriver autour de 15% d'économie d'énergie. Les objectifs de SWAP sont de réduire la consommation de carburant, donc en réglant le train de pêche existant, évidemment, tout en visant aussi à respecter une capacité de pêche égale. On n'est pas là donc, pour faire une surpêche, mais c'est la capacité de pêche constante. Ce que SWAP associe, donc, c'est un projet à vocation géographique nationale. Il associe donc les 3 façades, Manche, Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée. Donc, dans les étapes du projet, donc, la première étape consiste à la relève donc, des trains de pêche existants. Donc, la simulation ensuite de ces trains de pêche sur le logiciel de modélisation dynamique développé par l'Ifremer. Donc, ensuite, nos chargés de mission donc, qui sont implantés donc, sur les 3 façades procèdent à des embarquements sur les bateaux donc, retenus par le comité de pilotage de SWAP. Donc, installent donc, des capteurs. Donc, on va retrouver donc, 6 capteurs. Donc, on a les capteurs de panneaux, on a les capteurs de tension, on a les capteurs de flux. Et ensuite, donc, les mesures qui sont faites à bord, donc, enregistrées donc, de manière automatique par ces capteurs, sont comparées donc, aux simulations donc, faites donc, sur le logiciel Dynamite, et pour aboutir ensuite à des préconisations sur un meilleur réglage du train de pêche qui permet des économies de carburant. Ce qui est utilisé par exemple sur la façade Manche n'est pas forcément utilisé en Méditerranée, encore moins en Atlantique. Donc on a vraiment essayé de regrouper aussi les 50 bateaux par type de métiers différents. Donc par exemple, on a regroupé environ 8 métiers, par exemple le chalut agrément à fourche, le gréement chalut jumeau, le gréement classique, le chalutier le pélagique en bœuf, le pélagique tout seul, et par exemple le chalut bœuf de fond également. Donc l'idée c'était vraiment de regrouper toutes les pratiques pour après pouvoir faire des regroupements suivant les tailles de bateaux différentes, etc. Et pourquoi travailler avec des capteurs? Il faut dire qu'à l'heure actuelle, un équipement complet pour un bateau, ça oscille entre 25 000 et plus de 50 000 euros pour certains systèmes. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aider les pêcheurs qui ne sont pas équipés à justement régler leur matériel. L'intérêt de l'outil simulation numérique dans SWAP, dans le projet SWAP, c'est la possibilité de tester à moindre coût différentes options qui permettent d'économiser de l'énergie. Par exemple, si vous voulez remplacer une partie du filet d'un chalut par un autre matériau qui va être plus résistant et donc qui permettra d'utiliser des diamètres de fil plus petits, on peut lancer une simulation et puis très rapidement on a une valeur de l'économie d'énergie attendue. Alors que s'il faut passer par la réalisation d'un engin de pêche puis aller le tester en mer, c'est évidemment beaucoup plus long. Donc voilà essentiellement l'intérêt, mais ça présente aussi un autre intérêt qui est finalement le logiciel. Lorsque les chargés de mission vont à bord avec leur micro-ordinateur sur lequel fonctionne le logiciel, ça fait un support d'échange avec le patron et puis ça permet de brasser des idées, de tester des idées du patron aussi. Et donc finalement c'est un support d'échange, c'est un outil didactique qui est très intéressant aussi pour ça. Alors l'intérêt d'avoir mis les capteurs, c'est que ça me permet quand même de contrôler l'écartement, l'ouverture de mes panneaux. Donc je sais exactement quelle ouverture j'ai à n'importe quel moment. Ça m'évite de perdre des coups de chalut. Si par une raison X ou Y le matériel n'est pas clair, on voit tout de suite s'il y a une boule est engagée sur un chalut ou si les panneaux sont mêlés, on va le savoir tout de suite. Ça va m'éviter de traîner pour rien. Ça me permet vraiment d'optimiser les panneaux comme je l'entends. Et je peux voir vraiment comment ils fonctionnent en temps et en heure. Ça me permet vraiment de savoir comment mon matériel travaille et de pouvoir corriger certains défauts.
Depuis le démarrage des 2 projets, les patrons et les armateurs ont mis en œuvre différentes solutions techniques pour essayer de réduire le coût de consommation. Et au travers de ces 2 projets, on constate déjà que sur l'ensemble de la flottille chalutière basée dans le port de Sète, les suivis de consommation réalisés depuis ces 3 dernières années montrent qu'on a réduit en moyenne environ 10% de la consommation par an, ce qui est gigantesque parce que 10% de la consommation par an, c'est presque 30 000 € d'économisés pour un chalutier. Alors, protection de la ressource, de l'environnement et logique économique peuvent très bien cohabiter, les pêcheurs le montrent déjà depuis bien des années, mais dans ce domaine, ils vont être encore plus sélectifs. Et voyez l'exemple de la langoustine, il est particulièrement significatif. Alors le projet Langue Vivante, comme son nom l'indique, vise à conserver de la langoustine vivante au chalut. Évidemment, pour ça, il faut qu'elle soit bien vivante déjà quand on les sort du chalut. Alors c'est à la demande d'un armement qui avait anticipé sur le marché en fait pour essayer justement de proposer des choses un peu nouvelles, avec l'idée justement de travailler sur l'influence de la sélectivité sur la qualité, pour avoir plus de langoustine vivante sortie d'un chalut. Voilà, ça c'est l'idée de base, avec la demande initiale justement de l'armateur pour correspondre, s'adapter au mieux au marché. Alors l'armement La Houle, c'est 11 navires de pêche à Saguenay, des bateaux de 22 mètres qui travaillent en mer Celtique, au large de Pinmar pour aller jusqu'au sud de l'Irlande. Notre spécialité, c'est la langoustine. Traditionnellement, nos bateaux font la langoustine depuis le début des années 80. Le projet de langoustine vivante est né, ça fait approximativement 3 ans. IDEMER avait la volonté de travailler avec la filière de bout en bout, et notamment avec les marins-pêcheurs pour améliorer les pratiques, améliorer aussi les conditions d'accès au marché sur les langoustines vivantes. Quand on est sur le pont, comme le disent les professionnels, ils aiment à le dire à juste titre, ils souhaitent trier sur le fond et pas sur le pont. Et effectivement, laissons échapper au fond de la mer, et sur le pont, on aura beaucoup moins à trier. Donc ça a beaucoup d'avantages. À la fois, ça fait moins de travail pour les pêcheurs, bien sûr, pour les marins à bord, mais également, ça veut dire qu'on aura moins de manipulations. Et les manipulations, en plus, vont se passer beaucoup plus rapidement. Donc on aura un temps de tri qui sera raccourci à bord du bateau, moins de manipulations, donc très très probablement un gain sur la qualité et sur la survie. Alors ici, c'est une association de différents dispositifs qui vise vraiment à améliorer grandement la sélectivité des langoustines. Et donc ici, vous avez le premier dispositif, le cylindre à mailles carrées. On voit donc les mailles carrées. Je vous montre donc le principe du maillage T90 et de la maille carrée. Alors là, nous avons le sens normal de la maille losange que l'on retrouve dans tous les chaluts. Je la tourne à 45 degrés et là, je tire dessus et vous avez ce que l'on appelle la maille carrée. Vous voyez, je pense que vous voyez à l'image la forme carrée des mailles. Et vous voyez cette maille carrée que l'on retrouve dans le panneau de maille carrée du golfe de Gascogne. Ensuite, nous avons donc la grille à langoustine qui sert à la fois à laisser échapper les petites langoustines ou aussi également qui va freiner les poissons, et les langoustines vont s'échapper par le haut ici, jusqu'au bout. Donc, en fait, celles qui passent au travers de la grille ne peuvent pas rentrer dans le chalut, elles vont sortir par ces grandes mailles que l'on a mis ici. Pour étudier la sélectivité des chaluts, on a la chance de pouvoir utiliser les chaluts qu'utilisent les pêcheurs professionnels, c'est-à-dire des chaluts jumeaux. Un chalut jumeau, c'est-à-dire que pour un même engin de pêche, on va avoir deux filets, donc 2 engins qui vont pêcher en même temps. Et on va pouvoir utiliser d'un côté celui qui est systématiquement utilisé par les pêcheurs professionnels dans leur pratique courante, et de l'autre côté on va pouvoir utiliser le chalut qu'on veut tester, le chalut sélectif, le chalut novateur qu'on veut expérimenter. Donc comme ces 2 filets vont être traînés en même temps, eh bien on pourra comparer directement la capture qu'a réalisé le chalut standard avec la capture qu'a réalisé le chalut sélectif. Donc quelle est la part de capture commerciale qui a été pêchée et quelle est la part de rejet qu'on a réalisé dans chacun des 2 chaluts.
Dans chacune de ces fractions, on va aussi prélever des échantillons qu'on va mesurer, c'est-à-dire qu'on va mesurer les individus un par un pour voir un petit peu si le chalut sélectif a permis de laisser échapper les plus petits individus par comparaison avec les individus qui ont été capturés par le chalut standard. Nous avons souhaité tester un conditionnement unitaire, on pourrait dire ça, où on a un système de compartiments où on va mettre les langoustines seules dans chaque compartiment. Une caisse comme ça, on peut mettre 91 langoustines. Alors, les langoustines sont assez fragiles au niveau structure, structure physique, hein, donc elles peuvent être comprimées dans le chalut. Donc dans les conditions de stockage, il faut qu'elles soient soit bloquées, soit séparées les unes des autres. Donc un animal relativement fragile et qu'il faut mettre dans les meilleures conditions optimales pour avoir une survie maximale. On cherche à avoir un produit de meilleure qualité. La langoustine vivante, c'est vraiment le produit phare. Avoir une langoustine vivante de taille relativement importante, pour appeler de 15-20 cm, c'est un produit royal. Donc on essaye de mieux valoriser notre produit. Aujourd'hui, Ifremer et Idemmer essayent de nous apporter une garantie de qualité sur 5-6 jours de pêche. Après, on adaptera notre flottille, on adaptera nos façons de travailler à ce produit. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un produit de qualité top. Le consommateur devient de plus en plus intelligent, il faut lui apporter ce qu'il demande. Alors, nouveaux bateaux, nouvelles techniques de pêche et surtout nouveaux enjeux à l'horizon de 2050. Voyez les explications de Marc Taconès, c'est le monsieur statistique marine à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Oui, 9,5 milliards d'habitants en 2050, ça veut dire 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. C'est une population qu'il va falloir nourrir. Donc la mission de la FAO, c'est de lutter contre la faim dans le monde et puis de fournir du travail décent et des moyens d'existence à tout le monde. En plus, 2 milliards de plus d'habitants, ça veut dire une pression accrue sur notre environnement. Et dans un cadre où l'environnement est souvent déjà un peu dégradé, comme on le sait, tout ça dans un contexte de changement climatique qui va accroître les tensions. Donc, ceci dit, le directeur général, le secrétaire des Nations Unies, le directeur de la FAO, appelle à l'horizon 2050 à répondre aux besoins nutritionnels de la population terrestre. On estime à 60% de production vivrière supplémentaire les besoins à l'horizon 2050. Alors la question c'est quelle va être la part du poisson. Le poisson contribue à hauteur de 16,5% aux apports de protéines d'origine animale à l'ensemble de la population mondiale. Il faut savoir que ce chiffre a doublé depuis les années 70. Et même il a triplé pour les pays qui sont en développement. Le secteur pêche et aquaculture réunis contribue aussi énormément à l'emploi et donc à la création de revenus. Depuis les années 90, 58 millions de personnes, et nos jeunes ici feront partie de ces emplois directs créés par la pêche, 40 millions dans la pêche, et la plupart viennent des pêches artisanales. Sachant que les poissons débarqués aussi créent en aval de la filière énormément d'opportunités d'emploi. La transformation primaire, la transformation secondaire, la distribution. On arrive à 200 millions de personnes. Et puis, quand on parle des moyens d'existence, de subsistance, tout ça n'est pas compté dans les statistiques, donc on l'estime, et on l'estime à 660 à 880 millions de personnes qui sont concernées par le poisson dans leurs moyens d'existence, c'est-à-dire 12% de la population mondiale. Et vous voyez que la croissance est nette, elle est 2 fois plus rapide que la croissance de la population mondiale. Donc, le poisson, la pêche et l'aquaculture ont contribué à la création de richesses, en fait. C'est vrai aussi au niveau économique. Le poisson, en termes de volume financier, c'est le produit qui est le plus important à l'échelle mondiale, et notamment pour les exportations et les balances commerciales nettes des pays en développement. Bien sûr, ils ont bénéficié des accords de l'OMC, d'ouverture des marchés,
l'Union européenne reste le plus grand marché mondial d'importation. Les consommateurs européens sont très friands de poissons. Et donc, là encore, au niveau économique, le poisson contribue de manière importante dans les ressources en devises des pays. On a une rétrospective de l'évolution des captures depuis 1950. Ce sont les statistiques de la FAO qui vous montrent clairement. Là, on est arrivé en 2012 à 158 millions de tonnes. Et donc les pêches de capture ont contribué pour à peu près 93 millions de tonnes et l'aquaculture 65 millions. Vous voyez qu'il y a une phase d'expansion du secteur de la pêche jusque dans les années 85-90 et c'est lui qui a fourni l'essentiel de la croissance. Puis vous voyez qu'on est arrivé à un plateau, donc les captures de pêche ont stagné depuis 25 ans maintenant. Et c'est l'aquaculture qui a pris le relais pour alimenter l'homme et pour continuer cette croissance. Alors, 2030, c'était là où nous conduisent les modèles. Après, on est plus dans des estimations plus empiriques, je dirais. Il faut d'abord s'attaquer, ou du moins les gains les plus simples seront au niveau de la réduction des pertes après capture. On estime actuellement de 25 à 75% les pertes physiques, pertes de qualité, tous les déchets de poisson après avoir enlevé les filets, qui existent après la capture du poisson. Et donc là, il y a un énorme travail de recherche, des technologies qui peuvent être apportées pour récupérer ce poisson et les remettre dans les filières d'approvisionnement. Une deuxième source, justement, puisqu'on va pouvoir trouver les moyens de créer plus de farine et d'huile, on va pouvoir aussi transférer plus de la part des poissons qui contribuent aujourd'hui à la farine et l'huile, comme les sardines et les anchois, le rediriger plus vers l'alimentation humaine. Et là, on estime à peu près à 10 millions de tonnes la capacité supplémentaire. Et puis enfin, il nous faut s'attaquer aux problèmes qui handicapent la pêche, qui entraînent la surpêche et qui nous empêchent d'aller vers une pêche durable. Il y a eu d'énormes progrès réalisés dans les pays développés et en particulier dans l'Union européenne, où on peut noter que depuis que les actions ont été prises, 4% de la capacité de pêche, c'est-à-dire le nombre de bateaux, mais aussi la puissance, ont été réduits et on a commencé à en voir les effets et les effets bénéfiques. Le vrai point chaud, le grand défi, c'est de s'attaquer aux pêches qu'on appelle illicites, non déclarées, non réglementées. Pour ça, c'est la grande bataille actuelle au niveau mondial. Il faut renforcer les systèmes de surveillance, contrôle et suivi. Je pense que l'objectif est là, il nous a été donné. Les chiffres montrent qu'il y a les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Il faut que toute la communauté internationale s'y mette. Il faut créer de l'innovation, de la recherche. Il faut qu'elle soit redistribuée. Il faut continuer à associer les pêcheurs. Et là, je suis très content d'entendre tout ce qui se met le niveau de collaboration qui existe en France entre la profession, les scientifiques, l'administration qui gère les quotas. Et donc, ceci, ensemble, va nous permettre d'attaquer ces objectifs et d'y arriver. Un meilleur dialogue, une meilleure compréhension entre les pêcheurs et leurs détracteurs. Tous les efforts qu'ils font pour pêcher de façon plus responsable. Alors, pêcher plus, pêcher mieux, mais la pêche restera bien évidemment une activité très contrôlée, comme l'a souligné Bernard Friss de la Commission européenne. J'aimais beaucoup ce que Gérard Rometti a dit, qu'il faut partir d'une logique de gestion à court terme vers une perspective de gérer les stocks, de gérer la pêche d'une perspective de 5-6 ans. C'est peut-être un défi surtout aussi pour le secteur de pêche. Donc, plus que le secteur de pêche prenne la responsabilité lui-même et un rôle actif dans la gestion des stocks, plus qu'il va en profiter. Donc, une des choses que nous essayons de développer aussi est de réduire le niveau d'intervention centrale de Bruxelles et de davantage développer et encourager des coopérations régionales, locales, nationales pour gérer la ressource. C'est un marché commun, ce sont des mers partagées, des régions partagées. Donc plus les pays s'entendent, plus ils arrivent à trouver des solutions ensemble, plus ça va marcher. Et
plus on peut réduire la gestion centrale un peu trop top-down venant de Bruxelles. Juste pour regarder un peu dans le passé, pour savoir qu'est-ce qui peut arriver à l'avenir, si on prend une perspective des 10 ans qui sont derrière nous, on voit que la gestion des stocks, la durabilité de la pêche s'est améliorée nettement, surtout en mer du Nord, en Atlantique du Nord, moins malheureusement en Méditerranée. Donc il y a maintenant la majorité des stocks qui sont pêchés durablement. Et en parallèle, les revenus des pêcheurs se sont augmentés, si on mesure par navire, par pêcheur. Donc il y a une sorte, à mon avis, une sorte d'équation, plus de durabilité, mieux ça va économiquement. Il y a des chiffres qui disent par exemple qu'en 2005, une partie de 6% des stocks étaient pêchés durablement. En 2013, on était monté jusqu'au-dessus de 60%, donc c'est quand même une nette amélioration. En 2012, pour la première fois, il y avait plus de stocks de poissons gérés durablement que surpêchés. Et c'est difficile de vraiment faire des corrélations, il y a des trucs statistiques là qui sont très difficiles et il faut pas ignorer que le succès économique de la pêche, ça dépend de beaucoup de choses, du coût de carburant, de pas mal de différents facteurs. Mais je dirais qu'on observe quand même que aussi la profitabilité, surtout en France, a tendance à augmenter au moins un peu dans les mers, dans les zones où aussi la santé des stocks s'améliore. Les mers et les stocks de poissons, pour nous, c'est un bien commun, mais c'est aussi le capital des pêcheurs et il faut les bien préserver et bien utiliser. J'étais très encouragé d'écouter de Marc Taconnet que la partie qui contribue l'aquaculture est en croissance. Et donc là, je pense qu'il y a une piste de développement qui va être très importante pour, en effet, nourrir 8-9 milliards d'humains sur la planète. Ça, c'est une chose. L'autre chose est que je pense que c'est une chose de mettre de hauts standards en Europe. C'est une autre chose aussi de prendre globalement la responsabilité pour la bonne gestion des océans, des ressources. Donc, ça ne va pas non plus qu'en Europe, les pêcheurs doivent répondre à des critères très stricts et il y a des importations de poissons qui ne sont pas pêchés viablement, durablement. Donc, nous, en Europe, on a une politique d'essayer d'amener la pêche dans d'autres parties du monde dans cette direction. Il y a même des moyens de bloquer des importations, si ce n'est pas le cas, pour juste protéger d'abord les océans et deuxièmement aussi notre secteur de pêche qui doit être protégé contre une sorte de concurrence illoyale quand c'est le cas. On parle d'abord on cherche le dialogue avec un pays tiers, je ne donne pas de nom, mais il y a des pays dont on sait que pas tout va bien. On cherche un dialogue, on parle à eux, on essaie de les encourager de bien investir dans le système de contrôle de la pêche, gestion durable, avoir des quantités qui ne mènent pas à une surpêche. Si ce n'est pas le cas, effectivement, l'Union européenne, avec ses États membres, a le droit de limiter les importations. Donc là, il y a une procédure qui peut être controversée, c'est une question juridique. C'est le dernier moyen, évidemment. Donc d'abord le dialogue, d'abord une négociation, après, si nécessaire, aussi des mesures de commerce. Contrôler, et le contrôle est un élément, moi je préfère de parler de la gestion, de la bonne gestion des océans. Ça doit être une gestion long terme, donc il faut penser au-delà d'un an, 2 ans. Ça doit être une gestion partagée, commune. Et le contrôle fait partie de la gestion, c'est un élément, mais ce n'est pas la seule chose. La pêche n'est pas une chose illégale, ce n'est pas quelque chose qu'il faut contrôler policier. C'est quelque chose qui doit évidemment répondre à quelques règles, mais c'est aussi une activité, surtout une activité énormément positive qui a une valeur sociale énorme et beaucoup appréciée. Et surtout, ce qu'on cherche à faire, même là où les scientifiques nous disent qu'il y a des problèmes, on cherche le dialogue avec les pêcheurs pour, par exemple, les encourager de pêcher de manière plus sélective, pour éviter de jeunes poissons, pour qu'ils puissent rester dans la mer, pour multiplier,
Donc, ça va sans doute pas être facile, mais je crois dans le long terme, à nouveau, les quotas doivent rester à un niveau qui permet au secteur de survivre, d'avoir une bonne profitabilité, une bonne contribution à la tissu social de nos pays. Un forum comme ça, pour moi, c'est 100% de bonheur. Vraiment très intéressant que pour une fois on puisse parler un peu positivement de la pêche. La capacité qu'on a maintenant aujourd'hui à travailler ensemble pour aller dans la bonne direction, je pense. C'est que les mentalités changent. C'est que les gens qu'ils aient un regard différent sur les pêcheurs. C'est quand même très important que nous commencions, nous marins-pêcheurs, à rentrer dans la société qui ne nous connaît pas. Mais finalement, face à tant d'enjeux, tant de contraintes, tant de défis, le marin-pêcheur de 2050 restera-t-il encore, comme ses parents et ses grands-parents, le seul maître à bord? Ou la profession ne risque-t-elle pas de se déshumaniser? C'est la question que j'ai posée au philosophe Pascal Bruckner. Il y a un discours aujourd'hui qui est assez dominant dans les médias et ailleurs, qui consiste à criminaliser un certain nombre de métiers qui faisaient jusque-là la fierté de notre pays. Le paysan n'est plus un exploitant agricole, c'est un exploiteur qui assèche les terres et qui les tue. Quant au marin, il est coupable du double crime de stupidité et de criminalité. Criminalité parce qu'on le présente comme une sorte d'assassin des espèces en voie de disparition. Donc c'est une sorte de projectile fou lancé dans l'objectif de racler les fonds des mers jusqu'à ce qu'il ne reste plus un petit poisson. Quant à l'accusation de stupidité, c'est qu'au fond, les marins seraient des gens à courte vue qui détruiraient volontairement jour après jour leur outil de travail et qui donc n'auraient pas l'intelligence suffisante pour comprendre que maintenir les espèces vivantes, c'est aussi maintenir un avenir pour leur profession. Et non, ce que vous dites sur la déshumanisation, c'est au contraire que le métier de pêcheur est devenu un métier qui implique la prévision, qui implique le calcul, qui implique les mathématiques, qui implique l'ingénierie. C'est au contraire un métier qui gagne en complexité et contrairement à l'image un peu absurde qu'on en donne. Et donc je pense que nous devrions plutôt avoir pour les hommes et les femmes qui se lancent dans la mer une certaine admiration. Ce que nous avons perdu aujourd'hui, et ça je le dis pour l'ensemble des professions, ce que nous avons perdu, c'est la capacité d'enthousiasme. Nous ne savons plus admirer, nous ne savons que critiquer, nous ne savons que déprécier l'héritage qui est le nôtre. Et j'entendais l'autre jour à Canal+, un député écologiste dénoncer, montrer du doigt le corps des ingénieurs des mines. Bon, il se trouve que moi j'appartiens à une famille d'ingénieurs et je me disais, mais où en est-on arrivé pour que désormais la science, le progrès, fasse l'objet d'une dénonciation publique à la télévision? Donc, si nous ne revalorisons pas les métiers qui forment notre société, nous allons désespérer les générations futures. Eh bien voilà, j'espère que nous vous aurons fait découvrir une fois encore une nouvelle facette des métiers de la mer. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV.